Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Duck Hebdo NBA Podcast, puisque donc ça y est, la saison 2022-2023 est derrière nous. On a même attaqué les podcasts de l'été avec les pastilles autour du nouveau CBA présenté par Tom et Amine. Je vous invite évidemment à les écouter attentivement ou à les mettre de côté également pour les prochaines fois où on va parler finances. Et justement, c'est un peu la période en ce moment, cette semaine. On a eu droit, bien sûr, à la tant attendue, à l'historique draft 2023 avec pour la première fois un Français, ce cher Victor Wembanyama, sélectionné en premier choix, mais aussi le premier shout-out à Len Guillou par un draft NBA, et ça, on ne s'en lasse pas chez nous, bien entendu. Et autour de cette draft, il y a eu les premières agitations en NBA, les premières transactions qui vont dessiner notre NBA de la prochaine saison, de la saison 2023-2024. Et c'est donc de ça, de ces transactions, de la draft aussi, de l'off-season tout simplement, dont on va parler aujourd'hui, avec donc celui qui a eu la lourde tâche d'épauler Tom autour des pastilles CBA. C'est Amine qui est là. Comment ça va, Amine? Pas trop mal au crâne? Si, mais bon, là, on va parler, on va toujours pas parler de jeu, mais bon, on va parler un peu plus de trucs concrets quand même, donc c'est sympa. En effet, en effet. Donc avec nous, le troisième membre du jour, c'est celui qui, je ne pense trahir personne, a le mieux suivi les différents prospects de cette draft chez The Kebdo. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le replay de la draft chez We Are Thunder pour des réactions que je qualifierais de fleuries. Ça va, Oh Constant? non, non. Cette année, on a été soft, très honnêtement. Comparé aux autres années, cette année, on a été très soft. Le moment où on a le plus réagi, c'est quand on a vu que le Thunder n'allait pas drafter Bilal Coulibaly. Là, pour le coup, on était très heureux. Pour revenir un petit peu sur les pastilles ciblées de notre cher ami Amine et de Tom qu'on salue, conseil à tous nos auditeurs, faites une playlist et écoutez tout d'un coup. Voilà, c'est une très bonne technique que je vous conseille. Voilà, si vous voulez tout savoir, vous faites une playlist, vous écoutez tout d'un coup, notamment l'épisode sur la prône 1 et la prône 2 qui est sorti récemment. C'est vraiment, vous allez voir, ça passe d'une traite, c'est très enrichissant et vous allez pas du tout avoir de maux de crâne en finissant d'écouter. Ça, investissez dans des actions chez Aspirine, ça peut servir. Je pense que Matij Bia n'a pas écouté le podcast aussi. Non, Mathis Bia, non, il a pas écouté, il a pas écouté. Voilà un nom qu'on va citer dans le podcast, mais avant ça, je vais en profiter. C'est le moment dans l'introduction de remercier nos auditeurs et nos auditrices d'ailleurs qui nous suivent de plus en plus sur YouTube, mais aussi donc les fidèles sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Podcast et Addict, sur Spotify, bien entendu. Vous êtes toujours les bienvenus pour cet été qui s'annonce toujours, comme toujours, assez chargé chez Dunk Hebdo. Et justement, marquons à la petite pause et on parle de cette off-season NBA 2023. Alors, pour parler de cet été chez Dunk Hebdo, plutôt que de parler de chaque move, de chaque pic de draft au cas par cas, même si évidemment on va revenir sur les principaux, on a plutôt décidé d'utiliser cette off-season pour parler des différents types d'intersaisons qu'on peut rencontrer en NBA, des différentes timelines aussi, c'est un mot qu'on emploie régulièrement, des timelines qui se sont plutôt illustrées d'ailleurs jusque-là. Et pour commencer, le point de départ, le premier domino de l'intersaison, comme souvent, c'est l'équipe qui décide de tout faire péter finalement, d'enclencher une nouvelle timeline. Cette année, ce sont les Wizards qui se sont illustrés. Alors, chapitre 1 du podcast, la destruction. Je ne sais pas s'il y a de grandes analyses à faire autour des Wizards, mais les faits sont là. Nouveau front office. On tourne à la page précédente, la page de l'Air Bill. Ça démarre donc par ces trades-là. Alors, je vais essayer de vous les résumer rapidement avant qu'on en parle ensemble. Le premier, c'est le trade de Bradley Beal. Donc, Bradley Beal qui part en direction de Phoenix en compagnie de Jordan Goodwin et d'Isaiah Todd. Les Wizards qui récupèrent dans cette histoire, dans ce premier trade, CP3, Landry Shamet, des cash considerations et une tripotée de picks, des picks swap, des picks du second tour. Je ne vais pas tous vous les lister. Le pick suivant, deuxième gros nom tradé des Wizards, c'est Kristaps Porzingis qui prend le chemin de Boston avec quelques picks également, avec le pick 25 de cette année, je crois, qui ensuite est reparti, puis un pick en 2024. Les Grizzlies, eux, récupèrent, et on en parlera aussi, Marcus Smart. Et les Wizards, eux, dans cette histoire, prennent Tyus Jones, un pick des Celtics, Danilo Gallinari et Mike Muscala, ce qui est un peu plus anecdotique. Et enfin, le troisième trade du côté des Wizards, même si je te vois Constant faire nom de la tête, le troisième trade, c'est donc CP3 qui était arrivé aux Wizards, qui prend la direction tout de suite de Golden State. Il rejoint les Warriors contre Jordan Poole notamment, et des tours de draft. Donc Patrick ça y est, Baldwin aussi. Pardon? Il y a Patrick Baldwin aussi dans le trade qui Ah, part à c'est vrai qu'il y a Washington. Patrick. Effectivement, Patrick Baldwin. C'est vrai que c'est des petits noms, mais ça compte également. Mais justement, concentrons-nous sur les Wizards. Je vais pouvoir laisser la parole. Ça y est, je vais pouvoir boire un coup. Constant, tiens, je vais me tourner vers toi. Une page se tourne du côté des Wizards. Qu'est-ce qu'on se dit? Merci pour les travaux, monsieur Bill. Et quelle est la suite finalement? Il était temps. Il était temps. Je pensais pas que quand on a enregistré
le podcast Wizards au mois de janvier, je pensais pas que les Wizards allaient faire ce qu'on avait dit qu'ils devaient faire, à savoir échanger tout le monde et reconstruire. Ça valait le coup de tenir 3 mois de plus et de ne pas échanger certains joueurs à la trade deadline maintenant qu'ils vont partir gratuits. Mais je n'avance pas mes pièces sur le dossier Kyle Kuzma. Pour le dossier Bradley Beal, c'était une fracture qui avait déjà eu lieu depuis plusieurs années. La no trade clause a peut-être ajouté un peu plus de temps pour que ce trade soit effectué, mais c'était une, euh, une action, un trade qui était inévitable au fur et à mesure que la situation des Wizards s'envenimait d'un point de vue sportif. Voilà, il a fait de très grandes saisons du côté des Wizards. Souvent, quand il y avait John Wall à côté, dès que John Wall s'est blessé ou dès que John Wall a été échangé, les Wizards étaient tout de suite beaucoup moins compétitifs. Mais voilà, il a passé de nombreuses années. Il ne sera pas finalement le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise des Wizards, à quelques points, quelques centaines de points si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est un move qui était logique du côté des Wizards pour enfin passer à autre chose. Et du côté de Bradley Beal, enfin tirer un trait sur cette aventure Washington pour partir dans une équipe qui a des ambitions très élevées et qui a un propriétaire qui est prêt à sortir le porte-monnaie de manière allègrement. Mais côté Wizard, voilà, move logique, le départ de Bradley Beal. Ça s'est fait plus rapidement que ce que j'aurais pu penser à partir du moment où on a su que Bradley Beal était un peu disponible, mais en même temps, le nouveau CBA fait que tu as plutôt envie d'accélérer les trades. Move logique. Merci pour toutes ces années, Bradley, mais il était largement temps de passer à autre chose. Move logique, j'imagine que tu seras d'accord. Amine, je voudrais juste du coup te tordre un peu la question. Est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on récupère en échange de Bradley Beal? Est-ce que c'est peut-être pas un peu léger? Bon, il y a cette histoire de no trade clause quand même au centre du contrat de Bradley Beal à la base quand même. C'est exactement ça. Moi, j'ai envie de dire que le front office actuel paye les pots cassés du front office précédent et que on peut pas leur reprocher grand-chose. Ils ont au moins le courage de tout casser. Bon, ils ont pas seulement que le courage parce que comme Constant l'a dit, je pense que l'appel du nouveau CBA justement leur a indiqué d'avoir ce courage-là assez rapidement. Mais néanmoins, il fallait faire ces moves, fallait arrêter de faire n'importe quoi et de se battre à payer autant pour jouer à peine le play-in. Donc à un moment donné, t'es obligé de le faire. C'est dommage, effectivement. Constant a dit enfin, j'ai envie de dire trop tard, parce que si ça avait été fait beaucoup plus tôt, il y a par exemple 2 ans, ce que tu récupères de Bradley Beal, je pense qu'on est dans une autre dimension et on peut commencer une reconstruction plus intéressante. Néanmoins, ils ont encore la majorité de leurs pics, donc ils ont récupéré des assets intéressants. Hein. Jordan Poole a développé un peu en franchise player, on va dire, du côté de Washington. Des joueurs propres comme Tyus Jones, ils ont toujours monté Morris. Ils ont quelque chose de correct. Et effectivement, il y aura certainement plus Kyle Kuzma non plus, pour lequel ils récupéreront rien du tout du coup. Mais il y a des choses à développer. Il y a Bilal Koulibaly qui arrive. Alors avec les interrogations et aussi de l'espoir quand même sur un profil physique, disons qu'au moins il pourra s'amuser à Washington et essayer de se développer au maximum. J'espère qu'en tout cas ils ont du bon power development. Mais moi je trouve que au final c'est bien pour Washington, même si ça aurait pu être mieux. C'est un bon résumé, je ne vais pas vous paraphraser. Constant, je vais te relancer la balle vu que le nom de Bilal Koulibaly a été cité. Toi, qu'est-ce que tu en penses un peu de Bilal Wizards? C'est bien. Non, déjà côté Wizards, Amine a parlé de Tyus Jones, de Monte-Morris. Pour moi, les emplettes, la grande braderie de la capitale n'est pas terminée. Hein. Parce que Tyus Jones, le jeu de mots est sympa. Ouais, t'as vu pas fait exprès en plus. Mais Tyus Jones, il y a fortement moyen qu'il se retrouve dans un nouveau transfert. Monte-Morris, il y a fortement moyen qu'il se retrouve dans un nouveau transfert. Daniel Gafford, attention à la valeur marchande de Daniel Gafford, qui pour le coup possède une valeur marchande, surtout qu'il a un contrat extrêmement team-friendly et que même si peu de gens regardent les Wizards, Daniel Gafford est un vrai bon joueur de basket. Après, pour revenir sur le pick Bilal Koulibaly, c'est pour moi, oui, c'est la meilleure situation pour lui parce que il va avoir zéro attente, parce qu'il va avoir des ballons pour se développer, ce qu'il n'aurait pas eu dans d'autres franchises où on le voyait terminer, notamment au Thunder. C'est Will Dawkins, qui est un ancien justement du Thunder, qui a pris un petit peu les commandes du front office, et il y a fort à parier que il a eu sa grande part de responsabilité dans le choix de Bilal Koulibaly. Donc voilà, après sur le prospect, je pense que vous avez tous à peu près écouté ou vu de
la saison de Bilal Coulibaly du côté des Mets. Il n'était pas titulaire en début de saison. Il a réussi à se frayer un chemin dans la rotation. Après, il y a beaucoup de boulot. C'est un très bon défenseur. Il a des mensurations parfaites pour un ailier. Il fait 1,98. Il est à 2,21, 2,23 d'envergure. Voilà, mais prospect très jeune, utilisation en attaque du côté des Mets qui ressemblait quand même beaucoup à du Isaac Okoro. C'est-à-dire qu'il était très peu impliqué dans le jeu offensif. Beaucoup de cuts, beaucoup de tirs à 3 points. Enfin, beaucoup, non, mais dans son pourcentage de tirs, le peu de tirs qu'il prenait, il y avait beaucoup de cuts, il y avait des tirs à 3 points ouverts. Enfin, ça ressemblait vraiment à l'utilisation que pouvaient faire les Cavs d'Isaac Okoro dans une autre ligue. Mais voilà, il y a des bouts de développement balle en main, mais le taf est encore très, très, très long. Et je trouve que dans une franchise comme Washington, il va avoir, en tout cas, peut-être pas la qualité d'effectif qu'il aurait pu avoir dans d'autres équipes, notamment à Indiana, mais il va avoir la patience du front office et la possibilité de se développer balle en main et de voir s'il peut réellement développer ses qualités balle en main, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas dans d'autres franchises. Avant de refermer le chapitre Washington pour avancer dans ce podcast, juste la dernière question. Le nom a été évoqué, Kyle Kuzma, qui effectivement donc a opt-out de son contrat, donc il peut faire un peu ce qu'il veut. Juste la question comme ça, alors très rapidement, Amine, est-ce qu'on se repositionne sur Kyle Kuzma ou pas? Comment tu sens ce dossier-là? Je vois pas l'intérêt aujourd'hui de se repositionner sur Kyle Kuzma, surtout qu'il va demander beaucoup d'argent. À voir maintenant qui va lui donner, mais je pense qu'il y aura des... En tout cas, il y a des équipes qui ont besoin d'ailiers. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que justement, cette recherche d'ailiers dans la ligue, on s'intéresse plus au profil, le fait d'être ailier plutôt qu'à la qualité en premier. Donc, les ailiers vont trouver des contrats cet été. Oui, puis en plus, c'est un ailier quand même avec quelques qualités, Oui. on va pas non plus lui enlever. Mais justement, tournons la page des Wizards et allons voir de l'autre côté du premier gros trade autour des Wizards, de la fameuse Bradley, du coup, pour reprendre le jeu de mots involontaire constant. Bradley Beal qui se retrouve du côté des Suns. Les Suns qui... alors je sais pas s'ils ont surpris leur monde, mais en tout cas qui ont décidé de forcer leur fenêtre de tir, comme je le disais dans l'intro. On retrouve le nom qu'on citait également, celui de Matisse Bia, donc le nouveau proprio des Suns, qui semble-t-il, après le move de Kevin Durant, veut continuer de faire des Suns des contenders avec une stratégie qu'on pourrait peut-être qualifier d'anachronique. Je vais te lancer par là, Constant. On accumule le talent contre la profondeur. Voilà, c'est un choix du côté des Suns. Ouais, non, mais c'est le premier mot qui m'est venu en tête au moment où j'ai vu le trade. C'est une équipe anachronique. Parce que actuellement, les Suns, si vous prenez le contrat de Kevin Durant, le contrat de Devin Booker, qui n'est pas encore à son supermax, il sera à son supermax, excusez-moi, que l'an prochain. Vous prenez le contrat de DeAndre Ayton et vous prenez le contrat de Bradley Beal, on a une équipe qui est à 125% au-dessus du salary cap sur 4 joueurs. Et quand il y aura le supermax de Devin Booker l'an prochain, on aura 4 joueurs qui représenteront 135% du salary cap, ce qui va à l'encontre de ce que le nouveau CBA encourage à faire. La seconde apron, ils vont y être, mais ils vont y être d'une force absolument monumentale. Ils ont plus le contrôle de leur pic de draft jusqu'à 2030. Il faut quand même bien se rendre compte que c'est dans 7 ans. Et encore, avec ce que vous a expliqué Amine et Tom notamment, avec tous les délires de second apron, il y a moyen qu'ils n'aient pas le contrôle de leur pic du premier tour après 2030, ou alors qu'ils se retrouvent en fin de premier tour pour diverses raisons. Voilà, je ne vais pas reciter ce que vous avez dit. Donc, c'est anachronique. En fait, les Suns sont peut-être l'équipe la plus divertissante et la plus intéressante à suivre parce que le projet, si ça marche, bon, alors c'est incroyable, ça montre que le CBA, tu peux le triturer dans tous les sens et en fait, la finalité est la même. Mais par contre, si ça marche pas, ça peut être une catastrophe complète puisqu'ils n'ont aucun contrôle sur leur first. Après, pour ce qui est bon, c'est Matisse Bia, hein, c'est du Matisse Bia partout. On a bien compris. C'est une version 2023 de Mark Cuban qui est encore plus agressif que lors de l'arrivée de Mark Cuban du côté de Dallas. On a bien compris que James Jones n'avait plus aucun pouvoir décisionnaire sur le sportif. Isaiah Thomas, d'après les déclarations de Chris Paul, a l'air de fourrer son nez un petit peu dans les dossiers. Après, côté Suns, moi, je suis très inquiet parce que on l'a vu avec... je vais prendre l'exemple des Lakers il y a 2 ans. Quand ils font le trade de Russell Westbrook, ils ont du star power, puisqu'ils ont Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis. Ils ont 3 joueurs qui prennent, je sais pas les stats exacts, mais qui prennent grosso modo 90% du cap. Du coup, quand on a un qui se blesse, il faut que les autres, encore une fois pour reprendre une expression de Tom, les autres step up. Le problème, c'est que les autres qui doivent step up, ce sont des joueurs au minimum vétérans, ou pas loin. Là, les Suns,
ils parient quand même. Enfin, pour moi, ils oublient l'importance du seeding en saison régulière parce que, notamment les Clippers, ça leur a coûté très cher de ne pas être classés suffisamment haut dans la conférence Ouest. Ils parient sur la santé de Kevin Durant, qui est quand même injury prone. Ils parient sur la santé de Devin Booker, qui est capable de faire des saisons à 65-70 matchs, mais qui n'est pas le joueur le plus injury-less de la planète. Et ils parient sur la santé de Bradley Beal, qui lui aussi a connu son autre blessure après avoir fait plusieurs saisons à 82 matchs. Donc, je suis fasciné de voir ce que font les Suns. Ça peut partir dans tous les sens, mais à première vue, pour moi, c'est une équipe véritablement anachronique qui, pour moi, qui se croit dans un ancien CBA et pas dans le CBA de 2023. Amine, du coup, il y a eu plein de points soulevés. Lesquels t'inquiètent le plus ou t'intriguent le plus? Parce qu'on peut aussi être un peu optimiste. C'est vrai qu'en termes de talent, voilà, on va avoir du shotmaking aussi du côté ça. Alors j'ai plusieurs points que j'aimerais aborder. Déjà, en tout premier, on est le jour où est sortie la rumeur comme quoi les Suns s'intéresseraient à Tobias Harris. Donc moi, je suis totalement fan de Matisse bien, hein, finalement, il n'y a pas de problème. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, rapport justement, on va malheureusement ou heureusement parler beaucoup des pastilles. Justement, c'est des choses qu'on a dit dans les pastilles. Tu peux te permettre d'aller dans la seconde apron si tu es sûr de faire all-in et que tu es sûr d'aller jouer le titre. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que pour moi, en tout cas, en ajoutant Bradley Beal, tu ne fais pas un move qui te permet d'être sûr de jouer le titre. Même en considérant, comme l'a dit Constant, en plus le côté injury prone de tes stars en plus. C'est-à-dire que c'est un très bon joueur, Bradley Beal, mais pour moi, ce trio, avec Kevin Durant à l'âge qu'il a et avec ce qu'il a montré quand même comme faiblesse ces 2 dernières années, c'est moins fort sur le papier que le trio qu'avait mis les Nets au moment où ils l'ont mis. Et on a vu comment ça s'est terminé. Bon, pour le coup, les Nets, ça ressemblait vachement à une équipe qui aurait dû aller au titre et les événements ont fait que ça n'y a pas été. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que tu te mets dans une situation de laquelle il sera très difficile d'en sortir, non seulement parce que la NBA va te punir de manière très sévère pour avoir fait ça, mais aussi parce que les autres front office, ils sont pas bêtes, hein. Si Phoenix est dans la merde, on va pas les aider, hein. En tout cas, pas si ça nous arrange pas au maximum, hein. Donc là, ils ont plus de pics, ils ont toute leur payroll qui est sur 4 joueurs. Ils vont se renforcer sur le reste qu'avec des vétérans. La meilleure idée qu'ils pourraient avoir, c'est d'essayer, en tout cas, même si déjà les front office vont être regardants un petit peu, hein, de transformer DeAndre Ayton en 2 joueurs ou 3 joueurs qui peuvent y s'apporter au maximum. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Donc moi, je suis pas rassuré. Après, évidemment, on peut se tromper, hein. Kevin Durant est un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. Devin Booker a montré quand même un niveau qui lui permet d'assumer un rôle de franchise player dans une équipe où il y a Kevin Durant justement. Bradley Beal, on sait de quoi il est capable dans son prime. Est-ce qu'il peut retrouver son niveau de prime? Ça, c'est une autre question. Si ça clique complètement, ok, peut-être que justement, tu as raison Adrien, il y a des raisons de se dire peut-être que ça va marcher. Mais moi, j'ai de gros doutes quand même. Ouais, voilà, pour moi, je vais enchaîner sur ton dernier point. Il y a 2 choses sur le terrain. Il y a la complémentarité entre les 3 qui a fait beaucoup parler. Alors certaines personnes disent oui, il n'y a qu'un ballon. On a vu ces 3 joueurs jouer off-ball dans leur carrière et ils sont largement capables de le faire. On a vu le jeu à 2 de Booker et de Durant sur ces playoffs-là qui étaient très très bons. Bill a presque jamais été aussi fort que quand il était soit avec John Wall, puis ensuite quand il est top scorer 2021, je crois, la saison 2021, il est à côté de Westbrook. Ouais. Voilà, Westbrook est un joueur qui demande la balle également. Donc la complémentarité entre les 3 profils, elle pose pas vraiment de questions pour moi. Tu l'as dit, le problème c'est ce qu'il y a derrière. Et on l'a vu avec cette question de minutes à jouer sur toute la saison régulière, plus les playoffs et les rôles que tu demandes. Si tu demandes à Kevin Durant, oui, bon, de mettre des shoots, mais on le voit, Kevin Durant quand même, plus ça va, plus il prend de l'âge lui aussi. Et si on doit lui demander aussi de défendre, de faire la rotation intérieure, parce que bon là pour le moment tu as dit DeAndre Ayton, mais ensuite derrière c'est très léger à l'aile et à l'intérieur. Tu as très très peu de monde. Et ce que nous a appris l'histoire récente de la NBA, c'est que les équipes qui vont loin en playoff ont justement des mecs à mettre et des minutes et de la viande. Donc ça va être plus compliqué. Après, je veux quand même laisser un petit mot pour Jordan Goodwin qui est dans ce trade parce que voilà, on parlait des petits noms comme ça. Moi, c'est un joueur que j'aime bien.
mais que j'aime plutôt bien, qui probablement trouvera quelques minutes. Mais voilà, on parle d'un meneur avec des longs bras qui prendra quelques minutes ici et là. Mais effectivement, il y a une question qui se pose de profondeur. Et sur l'anachronisme de ce move-là, tu l'as bien dit, Constant, le parallèle avec les Lakers, LeBron, Westbrook, KD, et aussi les Nets que tu as cité, Amine, est assez évident. Est-ce que cette façon de faire peut encore fonctionner en 2023? Ça pose pas mal de questions. Moi, personnellement, je suis pas non plus hyper optimiste. Et sur cette idée, pour finir, voilà, tu pourrais encore faire des moves, etc. Et ben, on l'a dit, c'était quand même très limité, à part bouger Ayton. Je sais pas s'il y a vraiment des ouvertures. Est-ce que je sais pas, toi, Constance, tu vois d'autres choses à faire, mais là, c'est quand même, on semble partir tout droit avec ce plan-là. Voilà, on y va tout droit, quoi. Oui, et puis sachant que l'insider numéro un des joueurs, Chris Haynes, a dit que les Suns comptaient garder DeAndre Ayton. Bon, qu'il y ait des déclarations disant oui, on compte garder DeAndre Ayton le 25 juin, je me méfie. Surtout quand une info vient de Chris Haynes, je me méfie. Mais voilà, après, pour les Suns, moi, il y a une interrogation majeure qui vient sur ces Suns. Bon, déjà, bon, ils ont probablement le meilleur trio de la NBA actuellement. Bon, je vois pas quel trio en NBA. J'essaye de faire le calcul, mais je vois difficilement quel trio est meilleur individuellement que le Booker, KD, Bradley Beal. Bon, qui va être le 5e titulaire dans cette équipe? Ça va être un gars soit ça va être un gars au minimum vétéran, soit ça va être Cameron Payne. Cameron Payne qui est toujours là. Les trois derniers qui ont fait les finales avec les Suns, c'était il y a 2 ans. Il reste 3 joueurs. C'est Cameron Payne, Devin Booker et DeAndre Ayton qui étaient censés partir il y a de ça 1 an. DeAndre Ayton, tu sais pas pourquoi, il est toujours là. Bon, bref. Mais surtout, la problématique, c'est que, vu les moves qui vont être faits par les Suns, ils vont certainement replacer Devin Booker en meneur titulaire, ou en tout cas en principal playmaker. Il l'a déjà fait sur les précédentes saisons à Phoenix, où ça gagnait peu de matchs. Il y a une saison complète où il est vraiment en point guard, où il fait 6 ou 7 passes de moyenne. La série contre Denver, il avait montré de très bonnes choses au playmaking, mais sur une saison complète, sachant qu'il va devoir prendre des responsabilités au scoring, puisque il y aura tellement peu de joueurs qui vont pouvoir marquer que tu vas avoir une grosse dose de points, une grosse importance de points sur le trio Bill, Booker, KD. Donc voilà, moi je suis interrogé à l'idée de voir Devin Booker en tant que principal playmaker sur toute une régulière. Sur des séries de playoffs, il est capable de le faire, mais sur toute une saison, j'attends de voir parce qu'il va avoir quand même beaucoup de responsabilités déjà au scoring, et rajouter ça au playmaking, plus le fait que va falloir défendre aussi. Même si je pense qu'ils vont quand même blinder de joueurs au minimum vétérans. Peut-être qu'il y a des joueurs qui auraient pu prendre une biannual dans d'autres équipes et qui se disent bon, le projet Suns m'intéresse, donc je vais prendre un minimum vet. Je pense qu'ils vont quand même blinder ça de défenseurs extérieurs et intérieurs, mais quand même, ça fait beaucoup de charges pour Devin Booker. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce gros move du côté des Suns. Évidemment, on suivra j'allais dire l'affaire, c'est peut-être un grand mot, hein, mais autour d'Ayton, s'il se passe des choses, les prochains moves à voir. Mais c'était le gros trade, la grosse équipe. Et l'autre grosse équipe qui fait partie des trades de ce moment, c'est un cas peut-être un peu plus épineux, puisqu'on est moins sur quelque chose de brutal. On est sur une équipe qui continue également son projet, mais tout de même, il s'est passé des choses et les fans, on les a entendus également du côté de Boston, bien sûr, vous me voyez venir. C'est Boston, les Celtics qui ont décidé de se séparer. Alors, dans un premier temps, ça devait être de Brogdon, mais finalement de Marcus Smart. Ça, il faut en parler. Et oui, effectivement, ça rajoute, je pense, aussi à l'émotion des fans des Celtics, mais c'est Marcus Smart qui prend le chemin de Memphis et donc Boston qui décide d'associer Kristaps Porzingis à l'heure de Jay, en tout cas à l'heure à laquelle on enregistre. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres moves. Peut-être qu'il pourrait en avoir. Donc, on peut parler pour citer en bon français notre cher Tom, de réoutillage, le retooling comme certains aiment l'appeler, du côté des Celtics, qui décident de changer l'approche de leur young core, comme on pouvait dire à une époque. Maintenant, ils sont plus si jeunes. Mais voilà, perte de Smart pour remplacer par Porzingis. Début de projet central. Amine, je vais te lancer toi en premier cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses de cette acquisition de Kristaps Porzingis du côté de Boston? C'est un move bizarre, en fait, en quelque sorte. J'arrive à comprendre à peu près ce qui est souhaité. J'arrive surtout à comprendre que Brad Stevens démontre depuis qu'il est devenu GM qu'il n'a pas le temps et qu'il fait pas de sentiments, lui, et que c'est plutôt une bonne chose quand même pour Boston, étant donné ce qu'on a pu voir avant.
un certain immobilisme à certains moments. Je trouve que l'idée de rajouter Porzingis en soi peut être bonne, à condition qu'il soit en aussi bonne santé que la saison dernière, c'est-à-dire que la saison dernière, c'était la première depuis très longtemps où il a été en aussi bonne santé. J'en avais même parlé dans un épisode. Il fait une bonne saison la saison dernière. Il t'apporte de la rim protection. Il t'apporte une troisième gâchette offensive, peut-être qui manquait du côté de Boston. Maintenant, ce que tu perds avec Marcus Smart, c'est pas rien quand même. C'est pas le franchise player de l'équipe, mais tu perds beaucoup de choses. Tu perds notamment aussi beaucoup de choses d'un point de vue tactique en fait en faisant ce move. C'est-à-dire que avec Kristaps, t'es presque sur le terrain, t'es presque obligé de jouer le drop. Marcus Smart te permettait de jouer dans quasiment tous les systèmes défensifs possibles. Il est capable de jouer en switch, il est capable de jouer en drop, il est capable de naviguer. Il y a pas de problème. D'un point de vue offensif, tu perds un de tes bons playmakers, sachant que t'en as pas 50 non plus du côté de Boston. Tu perds aussi en plus d'être un bon playmaker, un bon connecteur aussi. On parle beaucoup de ce rôle de connecteur offensif. Non, la perte de Marcus Smart, c'est pas rien du côté de Boston. J'aime bien le move de récupérer Porzingis, mais je suis pas sûr que ça en valait la peine de perdre Smart pour le. Constant sur le même plan, hein, je te lance également comment tu sens toi Porzingis qui, bon voilà, change beaucoup de choses offensivement et défensivement des deux côtés. Tu as vraiment deux profils, puis c'est deux joueurs totalement différents, qui jouent pas du tout au même poste. Bref, ça change beaucoup de choses. Moi, j'aimais bien le transfert. Puis je me suis réveillé, j'ai vu que le transfert était annulé. Avec Brogdon, puisque normalement, Malcolm Brogdon devait partir aux Clippers. Et les Wizards récupéraient Marcus Morris, Amir Coffey et le pick 30. Et les Celtics récupéraient Kristaps Porzingis. Finalement, les Clippers ont annulé pour raison médicale. Vous noterez l'ironie de la situation. Les Clippers qui refusent un transfert parce qu'ils estiment qu'un joueur est trop blessé. Voilà, les Clippers. Mais ensuite, le trade de Marcus Smart qui s'est fait très très vite en fait. C'est que on sentait que bon après, Amine, tu as dit que Brad Stevens il faisait pas dans le sentimental. Danny Ainge parfois avec Isaiah Thomas, il a pas vraiment fait dans le sentimental non plus. Mais effectivement, le trade s'est fait très vite. Les fans de Boston et ceux qui suivent Boston savent que Kristaps Porzingis attire l'œil du front office de Boston depuis déjà pas mal de temps. Je crois même je veux pas dire de bêtises, mais je crois même qu'ils essayaient déjà de le récupérer au moment où il a été transféré à Dallas. Donc c'est pour dire à quel point l'intérêt des Celtics pour Porzingis remonte. Ensuite, je vais pas paraphraser Amine. Effectivement, c'est une troisième option viable. Par contre, la vraie problématique, c'est que de 1, pour moi, c'est un move qui en appelle un autre, puisque actuellement, toi, tu fais confiance à Derrick White, Marcus Smart. Oui, tout à fait. Tu peux montrer ta montre, tout à fait. On y reviendra peut-être après. Mais soit tu fais confiance à Malcolm Brogdon et Derrick White avec la paire de Marcus Smart, Malcolm Brogdon que tu étais prêt à trader 3 heures avant. Donc, je suis pas sûr que tu lui fasses réellement confiance. Surtout que d'après Brian Windhorst, la blessure de Malcolm Brogdon serait assez sérieuse. Et de toute façon, si les Clippers ont refusé, c'est que le dossier médical doit pas être bon. Et ensuite, j'ai un vrai problème, c'est que soit tu accordes beaucoup de confiance en la capacité de Malcolm Brogdon et Derrick White à faire du playmaking, soit, et là ça m'inquiète un peu plus, tu accordes beaucoup de confiance à la capacité de Jason Tatum de faire du playmaking. Alors on l'a vu qu'il était capable, je ne dis pas le contraire, mais si c'est ton playmaker principal ou secondaire, ça commence à faire beaucoup. Et comme l'a dit Amine, on sous-estime pas mal la capacité de playmaking que pouvait avoir Marcus Smart, ou en tout cas de connecteur, qui avait un vrai rôle là-dedans et qui était devenu beaucoup plus un créateur sur ces dernières années que ce qu'il avait pu être sur les premières années à Boston. Et un deuxième point, c'est que quand j'ai écouté les conférences de presse de Boston en fin de saison, il y avait une volonté de retrouver une mentalité défensive, ce qui leur avait un peu fait défaut sur cette campagne de playoff. C'est pas en perdant Marcus Smart et en ajoutant Kristaps Porzingis que tu vas retrouver une mentalité défensive. Donc, j'attends de voir. Je suis vraiment pas fan du move. Je trouve que c'est bien quand même d'avoir récupéré Kristaps Porzingis, qui est probablement le meilleur joueur du trade, faut quand même pas déconner, et 2 first round. Faut pas oublier qu'il y a quand même 2 first round là-dedans qui peuvent avoir leur importance. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un move qu'on appelle un autre. Je pense qu'ils attendent et ils surveillent ce qui se passe dans l'Oregon très fortement. En l'état, je suis pas spécialement convaincu par le trade, mais je pense que ce n'est pas fini du côté de Boston.
Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça appelle probablement encore quelques moves, notamment au niveau du guard play, puisque la paire de Marcus Smart est ce qu'elle est. Mais pour revenir voilà, sur les deux côtés du terrain, déjà défensivement, je trouve que Marcus Smart, il avait beaucoup plus d'importance sous Udoka que sous Mazzulla. Où la défense, le système défensif est beaucoup plus rigide, on lui laisse beaucoup moins de liberté. Et donc, dans ce schéma plus classique défensivement, utiliser Kristaps Porzingis avec ses qualités à lui, hein, de roamer, de protecteur de cercle, qui est loin d'être un très mauvais défenseur, hein, faut quand même le dire. Je pense que peut-être que Mazzulla sera plus à l'aise pour l'intégrer de manière dans une défense plus classique. Alors, c'est sûr que tu es perdant, mais je pense que Mazzulla, ça lui va. Du côté de l'attaque, effectivement, la création de Smart est intéressante, mais ce qui m'intrigue, moi, c'est que Smart était souvent utilisé justement comme en tant que poseur d'écran et ensuite avec une création depuis le poste sur les cuts, sur des end-off, etc. Ce que Porzingis fait plutôt bien sur les quelques matchs, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé 1000 matchs des Wizards cette saison, on ne va pas se mentir, hein. Mais je trouve que Kristaps Porzingis est capable de faire ça, on l'a vu le faire, la création depuis le poste haut, et puis il amène une variation. On a vu aussi des fois les Celtics bégayer sur leur attaque, ne plus savoir quoi faire, s'en remettre simplement à Brown ou Tatum, et puis arriver trop court, hein, on l'a bien vu dans la série face au Heat, avoir un des meilleurs scoreurs au poste de la NBA, parce qu'il faut le dire, en points par possession, au poste, Kristaps Porzingis est le deuxième joueur de la NBA derrière Nikola Jokic, évidemment, mais devant, donc, oui, Luka Doncic, parce qu'il y a un guard dans cette histoire, Doncic, mais ensuite des Embiid, Vooch, Anthony Davis, etc. Donc, voilà, une option de plus offensivement, ça va changer un peu la dynamique. Je pense que de ce côté-là du terrain, c'est un net positif. Tu l'as dit, Constant, c'est quand même le meilleur joueur du trade, mais il va falloir, un peu comme les Suns juste avant, hein. De toute façon, on est en train d'enregistrer, on est le 25 juin, il risque d'y avoir d'autres moves derrière, et les deux, tu l'as dit pour finir, là, les deux pics de draft risquent d'avoir leur importance. Il y a un pic qui est déjà parti. Il y a un pic qui est déjà parti, parce que c'était l'un des deux pics, c'était un pic de cette année, c'était le 25. Qui a été envoyé, je sais plus où. Le 25, le 35, le 31. Non, c'est le 25 parce qu'ils l'échangent contre le 31 avant de l'envoyer contre le 38. Enfin, ils ont passé leur soirée à échanger leur pic. Et effectivement, tu as raison, Amine. Le 25 a été échangé à Détroit. Ouais, tout à fait. Ça. Pour Marcus Sasser. Marcus Sasser, tout à fait. Non, mais voilà. Après, non, pas Marlène, pour les vieux. La vieille ref, il faut la voir. Cette vanne a été fait 300 fois depuis la draft aussi. forcément. Ilia sera la ref probablement. Non, mais après sur le fait que Porzingis amène de la versatilité dans le jeu offensif de Boston, parce que tu vas pas avoir un 5-out. En tout cas, tu auras. Le jeu de Boston était quand même très axé sur le tir à 3 points, surtout depuis la prise de pouvoir de Joe Mazzulla. Et là, pour le coup, Kristaps Porzingis, il tire à 3 points, hein, bien sûr. Mais il va t'apporter effectivement avec ses nouveaux postes peut-être un peu plus de versatilité. Ça, je suis d'accord. Mais encore une fois, Boston qui a quand même pas mal galéré ces dernières années à trouver son vrai guard à partir du moment où Kemba, ça n'a plus fonctionné. La perte d'un Marcus Smart est comme au-delà de l'aspect émotionnel, parce que voilà, la NBA est un business, mais j'ai vraiment du mal à les voir faire confiance sur toute une saison à Malcolm Brogdon et Derrick White en ayant Peyton Pritchard en sortie de banc. Peyton Pritchard qui a payé en plus ses minutes, on l'a vu en play-off, et l'objectif des Celtics, malgré un move qui chamboule pas mal de choses, les Celtics sont quand même toujours dans cette idée d'être un contender, en tout cas un potentiel finaliste de conférence, au moins, j'ai envie de dire, en NBA. Donc effectivement, il va falloir surveiller tout ça. Pour enchaîner sur le chapitre suivant, parce qu'il se passe beaucoup de choses, on a beaucoup d'équipes à évoquer, j'ai envie de parler rapidement de moves qualifiés d'opérations financières chez Dunk Hebdo. Amine, je vais forcément me tourner vers toi. Alors évidemment, on va pas refaire dans tous les détails comme le CBA, mais est-ce qu'il y a une autre explication que le financier au trade, à l'autre gros trade qui a fait parler, celui de Chris Paul, donc, qui après être passé par Washington très très rapidement, a tout de suite repris l'avion en direction de Golden State, donc les Warriors qui décident de se séparer de Poole après l'avoir prolongé il y a un an maintenant. Finalement, Jordan Poole, merci, au revoir, on récupère CP3 et il y a le cas de Draymond au milieu. Amine, est-ce que l'explication financière est la seule valable ? Pour moi, oui. Pour moi, l'explication financière est la seule valable. Néanmoins, même dans ce cas-là, tu pouvais peut-être faire autre chose aussi. C'est ça aussi la question. Déjà, ça ressemble presque à une façon de brader Jordan Poole. Jordan Poole, je veux bien qu'il vient de faire des très mauvais playoffs, mais
mais c'est quand même un joueur qui a une belle valeur sur le marché, non? Je sais pas, une équipe comme Toronto a besoin d'un Jordan Poole, par exemple, pour avoir un peu de pull-up game, de création pour soi, de ce genre de choses. Je comprends pas qu'on brade comme ça Jordan Poole juste pour récupérer donc un contrat expirant de Chris Paul. J'ai du mal à croire que les Warriors croient vraiment à un apport énorme de Chris Paul en tant que sûrement meneur backup du coup. J'imagine, je ne vois pas autrement comment ça peut être. Vu ce qu'il a montré récemment, j'ai l'impression que là on est vraiment sur la fin de Chris Paul. Ça se tente, mais il y avait peut-être d'autres moves à faire. Peut-être récupérer un petit peu plus pour Jordan Poole. Bon, du coup, oui, le move, il est financier parce que les Warriors, ils sont déjà très largement actuellement au-dessus de la seconde apron. Donc, ils sont dans une situation où s'ils restent dans cette situation financière, bah, ils pourront plus rien faire. On l'a pas cité tout à l'heure, on rajoute un petit truc comme ça. Tu peux même pas signer des joueurs qui ont été buyout. Tu peux pas les signer du tout, par exemple. Donc, c'est vraiment minimum vétéran et c'est tout derrière. Donc, voilà, je ne vois pas d'autres raisons que le financier, mais il y avait peut-être mieux à faire. Un ami de circonspect, oui, et Bradé, pardon. On va décidément Bradley Bill qui va rester tout au long de ce podcast. Bradé Jordan Poole, t'es même plutôt gentil parce qu'ils envoient aussi des pics en plus de Jordan Poole. Ils envoient un first. Voilà, ils envoient un premier tour de draft, ce qui paraît assez dingue. Constant, voilà, je te vois tout aussi circonspect qu'Amine. Qu'est-ce que tu penses de ce move-là? J'ai pas compris. Comment tu peux... Alors, bon, Mike Dunleavy, il vient d'arriver. Bon, autant dire que la première pierre qu'il a posée n'est pas la pierre qui va rendre le plus content les fans des Warriors. Parce qu'il a quand même fait Jordan Poole, un first, Patrick Baldwin, qui était le choix du premier tour de l'an dernier, contre Chris Paul. Bon, il y a un moment où je suis pas le mec le plus intelligent de la Terre, mais je me dis, tu envoies Jordan Poole qui... voilà, moi j'ai beaucoup de réserves sur Jordan Poole, sur son côté valuable, sur le côté valuable du profil, mais ça j'en ai déjà parlé. Mais quand même, d'où tu envoies un first pour récupérer Chris Paul, quoi. Chris Paul. Chris Paul en 2023. Chris Paul, oui, ça, bien sûr. Si c'est Chris Paul de 2013, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais Chris Paul de 38 ans. Je comprends pas vraiment la logique. Je me dis que bon, les Warriors, ils ont fait une bonne draft. Ça, on en parlera peut-être après. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis vraiment, j'espère qu'ils sont sûrs à 100% que Draymond Green prolonge. Parce que si Draymond Green part, ça peut être très, très, très moche, les Warriors. En fait, ils se retrouvent dans une situation où ils ont besoin que Draymond Green prolonge. Parce que là, pour le coup, déjà, l'association Chris Paul avec ses Warriors, je sais pas comment ça va fonctionner. Mais si tu l'utilises en meneur backup, genre, est-ce que tu fais des minutes où tu as Chris Paul et Stephen Curry sur le parquet ensemble? Ça va arriver, je pense. Mais comment est-ce que tu joues lentement? Ouais, est-ce que tu vois comment tu vas procéder? Est-ce que tu vas avoir des minutes du coup où tu vas avoir Draymond Green qui va faire du playmaking avec Chris Paul qui va être là et Steph Curry? Enfin, tactiquement, ça pose 1 milliard de problématiques. Donc je comprends pas le trade. Je sais pertinemment que c'est financier, que c'est une volonté de la part des Warriors de dire bon, Jordan Poole, au moment où ils ont signé l'extension en octobre dernier, ils savaient que c'était l'extension qui, tôt ou tard, qui allait provoquer un transfert de Jordan Poole du côté des Warriors. Mais là, c'est OK pour prolonger Draymond Green, mais c'est une vision encore plus court-termiste, puisque Chris Paul, il a 38 ans, et tu pourras le cut d'ici 1 an. Donc, peut-être qu'ils vont faire autre chose du côté de Golden State. Je suis pas sûr, vu les limitations du nouveau CBA, et vu les limitations aussi qu'ils vont avoir en termes de pics, etc., etc. Mais à première vue, je ne comprends pas ce move que nous a proposé Mike Dunleavy Jr. Pour commencer sur le sportif, comme vous, je suis assez circonspect. C'est-à-dire que CP3, enfin ceux qui l'ont vu jouer, c'est un peu sévère ce que je veux dire, mais il met presque plus un pied devant l'autre. C'est-à-dire que CP3 ne peut plus faire un drive maintenant en NBA. Je sais même pas s'il a dépassé la 20aine de drives sur toute la saison. La stat c'est assez incroyable. C'est assez compliqué, sans parler du nombre de matchs joués dans la saison. C'est-à-dire que tu vas pas compter sur CP3 pour être théoriquement, comme vous le disiez, en 6e homme, le général de ta seconde unité, etc. C'est pas sûr qu'il puisse l'être tout du long de la saison, donc c'est un peu compliqué. Voilà, un CP3 pour aider à développer Kuminga, j'y crois même pas en le disant. Donc moi, ce que je vois surtout, c'est et tu l'as cité, Content, tu as cité Dunleavy. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Bob Myers, l'historique GM des Warriors de cette
cette legacy là, toute cette période de cette ère Curry, Clay, Draymond qui donc a raccroché, donc Dunleavy qui prend la place et qui a priori annonce, en tout cas moi c'est comme ça un peu que je le lis, que la double timeline c'est bon, c'est raté. On a essayé, ça n'a pas fonctionné pour plein de facteurs. Il y a eu l'histoire de Wiseman évidemment, déjà depuis la saison dernière, la blessure de Wiseman qui t'a empêché. Enfin, tu pourrais trouver tout un tas de facteurs pour en parler, mais on acte la fin de la double timeline et j'ai l'impression qu'on se dit, voilà ce que tu disais un peu Amine juste avant, bon on va finir financièrement à bricoler pour garder Draymond là et pour finir avec notre trio. Et puis après, on verra bien où ça nous mène parce que vraiment, à part ça, personnellement, effectivement, je vois pas comment, quand on regarde en plus la concurrence, les Warriors se battraient là en l'état avec CP3 pour mieux qu'une place en play-in ou peut-être vraiment battre play-off, mais j'ai du mal à les voir plus haut, quoi. Non, mais c'est surtout, t'as parlé de double timeline, c'est fini. Elle est pas finie. Jonathan Kuminga est toujours là. Moses Moody Moses est toujours Moody. là. Ils ont drafté Brandon Podziemski, voilà, de Santa Clara. On salue Alan, qui est Le un très bon dog de choix. Alan. Qui est un très bon choix, le dog de Alan, effectivement, que moi j'aime beaucoup. Ils sont allés acheter un pick à Washington, le 57, pour sélectionner Trey Jackson Davis, qui est le fils du pivot des Pacers, qui a dû défendre chaque 2000. Donc, il connaît bien. Mais voilà, voilà, il a dû défendre chaque 2000. J'ai oublié son prénom, vous m'en excuserez. Mais voilà, moi c'est un très bon choix. Je suis très curieux de voir comment les Warriors vont le moduler et vont le modeler parce qu'il peut donner vraiment de vraies bonnes choses. Mais effectivement, cette double timeline, Jonathan Kuminga qui avait l'air d'être le premier pion à partir s'il ne trouvait pas un temps de jeu, est-ce que le move de Jordan Poole va réellement l'aider à débloquer du temps de jeu? Techniquement, j'ai pas l'impression. Donc ils ont toujours leur choix de loterie de la draft 2021. Donc même si tu as bougé Poole qui a joué 82 matchs l'an dernier, ce qui n'était pas le cas de Chris Paul, ce qui sera sûrement pas le cas de Chris Paul l'an prochain aussi. Non. Donc tu as déjà un capital de matchs joués en moins, sachant que Curry n'est pas non plus le joueur le plus healthy de la planète et qui peut souvent avoir des petits bobos, donc voilà. Mais en tout cas, cette notion de double timeline est encore là. Même si tu t'es t'as largué Jordan Poole, quoi. T'avais vraiment envie de t'en débarrasser. Ouais, je sais pas, après la double timeline en tant que vraiment ambition à un moment donné qui était affichée, même peut-être survendue, très probablement survendue du côté des Warriors, du côté de même sans transition, on va passer d'une équipe compétitive à une autre équipe compétitive parce que Kuminga et Wiseman, tu avais deux, donc Wiseman j'ai pick 2 et Kuminga c'est quoi 7, 8, quelque part par là 7, voilà, donc un top 10, donc l'idée de les avoir vraiment au centre de ta prochaine forte équipe de Golden State. Même si Kuminga est encore là, j'ai un peu du mal à me dire que là, en l'état, ils y croient encore à cette histoire. Je sais pas, Amine, si toi, tu as à rajouter sur la timeline. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense qu'ils y croient pas et qu'ils vont essayer de faire des moves pour repasser sur la timeline justement avec Curry, Clay et Draymond. Je vais juste mettre un petit peu d'eau dans mon vin pour essayer d'être un peu plus, essayer de penser un petit peu à pourquoi les Warriors font ça. C'est difficile de casser le trio d'une des plus grandes équipes de tous les temps. Il faut dire la vérité. Déjà que c'est difficile de casser des joueurs importants de ta franchise et tout, mais là, on parle du trio qui a formé une des meilleures équipes de tous les temps de ce sport. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas une situation idéale, mais est-ce que tu as vraiment le choix que ça se finisse un peu de façon sale avec Draymond qui signe ailleurs et Clay qui est transféré? Non, je crois que tu es presque obligé de mal finir cette histoire en quelque sorte, quoi. Ouais, d'aller au bout, même si voilà, t'es plus aussi compétitif, te dire voilà, on est resté ensemble jusqu'au bout. C'est vrai que dans dans l'historique, dans le storytelling, c'est vrai qu'il y a quelque chose de comme tu dis, d'un peu de forcé du côté des Warriors. L'autre équipe que j'ai envie qu'on évoque ensemble du côté financier, alors pour l'instant ils n'ont pas bougé, mais c'est les bruits qui arrivent ici et là. C'est une équipe qui serait en train d'admettre l'échec justement d'une tentative d'avoir du talent, un peu comme on citait au niveau des Suns. Je parle des Hawks bien sûr. Les Hawks, c'est le move de Dejounte Murray. Alors on en parlait dans les post-mortem déjà. Voilà, a priori les Hawks voudraient déjà tirer un trait sur cette histoire qui, bon, semblait sur le papier, on n'était pas forcément les plus convaincus du côté de Dunkebdo. Les faits nous ont plutôt donné raison. En tout cas, ça a été compliqué du côté d'Atlanta. Je ne sais pas si vous voulez en glisser un mot, Constant, cette fois-ci pour toi, du côté des Hawks. Bon, a priori, est-ce que c'est pas la meilleure chose à faire finalement d'admettre avant de trop insister pour rien? Non, mais au-delà de Dejounte Murray, il y a eu des vraies discussions pour DeAndre Hunter. Aussi, bien sûr. Avec Indiana à la veille de la draft.
Je sais pas si Amine, tu voulais réagir sur ça, mais Non, je voulais juste dire que John Collins plus DeAndre Hunter, j'envoie Tobias Harris, il n'y a pas de problème, il est ouais, non, expirant. mais tu veux pas, Je blague. tu veux pas le 3e téléphone de Travis Schleck aussi pour que tu y aies. Non, mais enfin, Atlanta, je pense que DeAndre Hunter est peut-être même la pièce la plus susceptible de bouger avant même DeJounte Murray. Bon, ils ont essayé aussi Une question de valeur aussi. Oui, il y a une question de valeur, mais ils ont aussi essayé de discuter avec Dallas pour potentiellement drafter Derek Lively en 10. Il y avait des talks vis-à-vis de Clint Capella, donc potentiellement, si tu avais fait ça, tu aurais eu la volonté de mettre Onyeka Okongwu titulaire. Onyeka Okongwu titulaire, si tu le fais jouer 36 minutes, si on prend ses stats pour 36 minutes, il a 5 fautes de moyenne. Pourquoi il est toujours pas titulaire en NBA? Parce qu'il prend trop de fautes. Mais sinon, c'est un joueur qui a largement le niveau pour être un pivot titulaire en NBA. Mais si tu fais ça, si tu fais un move comme ça qui est un move financier, pourquoi avoir fait un all-in sur DeJounte Murray il y a de ça un an? Ça, je ne comprends pas. En fait, à partir du moment où ils ont fait le all-in sur DeJounte Murray, s'ils reviennent en arrière, bah, ils peuvent pas tellement puisqu'ils ont déjà fait leur move il y a de ça un an. Donc, je crois que vous l'aviez dit dans le post-mortem, disant que même si tu as fait all-in, le move ne te cadenasse pas et tu peux quand même dire c'est un échec et transférer DeJounte Murray. Mais là, quand je vois qu'il y a des rumeurs sur John Collins, quand je vois qu'il y a des rumeurs sur DeAndre Hunter, des rumeurs sur Clint Capella, des rumeurs sur DeJounte Murray, je me dis que le projet d'Atlanta, ils avaient des volontés de monter plus haut il y a de ça un an. Et finalement, on arrive après une saison régulière qui est très mitigée. Tu te dis, bon, en fait, il n'y a que Trae Young qui est intouchable, quoi. Donc, c'est pas forcément rassurant de la situation d'Atlanta. Encore une fois, si tu veux être une équipe compétitive, il faut sortir le chéquier. Tu ne peux pas être une équipe compétitive et être au salary floor. Amine, est-ce que les Faucons se sont brûlés les ailes? Bah, on est encore sur du réoutillage, j'ai envie de dire. Mais finalement, Atlanta, c'est du réoutillage permanent, on a l'impression. Le truc, c'est que ils veulent plus être dans la taxe. Et vu ce qui se passe, on peut comprendre. Mais du coup, ça veut dire quoi exactement en fait? Qu'est-ce que veut faire Atlanta? On est tous d'accord, plus ou moins tous d'accord, en tout cas chez Dunk Hebdo, que le move de l'année dernière n'était pas à faire, que c'était pas le bon move qu'il fallait faire. Et maintenant, ils se retrouvent dans cette situation où je sais même pas quoi dire parce qu'en fait, je n'arrive pas à avoir un avenir vraiment radieux du côté d'Atlanta. Après, ils ont quelques assets intéressants à eux d'essayer de travailler justement pour obtenir les meilleurs trades possibles. C'est l'idée. DeAndre Hunter, c'est un joueur qui a de la valeur. Je pense que Clint Capella, on l'a vu avec Dallas qui s'est intéressé à lui. C'est un vrai pivot titulaire NBA qui t'augmente ton plancher. C'est un joueur qui a de la valeur. Ils ont des joueurs qui ont de la valeur. Et en plus, comme Constant l'a dit, si Okongwu fait moins de fautes, ils ont déjà quelque sorte le titulaire derrière. Alors, il faudra trouver encore le backup, mais parce que justement Okongwu va peut-être pas falloir s'attendre à ce qu'il joue 36 minutes par saison justement, par match pardon. Donc à la fois circonspect et en même temps je me dis si ça travaille bien, si enfin ça travaille bien, il y a de quoi faire. Il y a aussi, on a oublié de le citer, mais ils ont AJ Griffin derrière, ils ont Jalen Johnson, ils ont des joueurs intéressants du côté d'Atlanta. Ils ont drafté Kobe Bufkin aussi que j'aime bien. Voilà. Il y a des choses positives. Maintenant, je pense que l'erreur originelle, là, pour le coup, c'était d'ajouter un guard qui défend bien à côté de Trae Young, comme si c'était la solution à tout le problème. Je pense que c'était ça l'erreur et qu'aujourd'hui, ils payent un peu cette erreur et ils savent pas trop quoi faire. Et puis surtout qu'ils veulent sortir de la taxe, mais Onyeka Okongwu, l'extension, c'est cet été. Draft 2019, enfin draft 2020, pardon, excusez-moi. Donc en fait, si tu échanges le contrat de Clint Capella, par exemple, de John Collins, bah, dès l'an prochain, tu vas avoir les sous, très probablement, parce que je pense qu'Onyeka Okongwu va prendre un joli salaire. Tu vas avoir les sous d'Onyeka Okongwu qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, du côté d'Atlanta, c'est peut-être même un move en prévision, justement, d'une extension d'Onyeka Okongwu. Mais encore une fois, c'est un move où tu ne penses pas compétitivité en premier, tu penses financier, et limitation financière et compétitivité ont rarement fait bon ménage. Ouais, je vais pas en rajouter, je vais renvoyer nos chers auditeurs vers le post-mortem d'Atlanta où on a évoqué pas mal de ces sujets, notamment le cas épineux d'Okongwu qui, tu peux passer, si tu perds Clint Capella, t'avais un gros pivot, enfin un très bon pivot titulaire et peut-être le meilleur pivot backup, enfin en tout cas un des meilleurs pivots backup de NBA,
à un pivot titulaire et peut-être rien derrière, tout ce type de problématiques qu'on a abordé dans les post-mortem. Donc puisque ça n'a pas encore bougé du côté des Hawks, je vous invite à aller voir ça. Et ce qui me permet de garder la dizaine de minutes qui reste avant d'arriver à l'heure de podcast sur ce qu'on s'était dit tous les trois avant d'arriver au bout, de parler de ce qui reste des autres équipes peut-être. Alors plus ou moins positivement, parce que j'en ai quelques-unes qui me viennent en tête des équipes. Allez, pourquoi pas commencer par celle qui est au centre de certaines rumeurs. Amine, tu les avais citées tout à l'heure, les Trailblazers. Et un certain Damian Lillard avec une relation toujours qu'on aime qualifier de toxique chez Dunk Hebdo, parce que c'est un amour, mais on commence à traîner, on sent qu'on force un peu les choses. Est-ce qu'on reste ensemble? Portland qui a quand même eu la chance, selon la plupart des observateurs, et j'imagine que Constant, tu seras d'accord, de pouvoir récupérer Scoot Anderson en pick 3. Bon, allez Amine, je commence par toi. Portland, quelques mots. Est-ce que tu sens plutôt arriver la fin de la relation avec Damian Lillard? Est-ce qu'on part sur leur young core, comme on dit? Est-ce que non? Est-ce qu'on insiste? Qu'est-ce qui va se passer? Non, je vais être très court. En fait, tu dis, est-ce que je sens arriver la fin? J'espère pour eux que c'est la fin. C'est surtout ça. C'est-à-dire que là, tu as une occasion inespérée de vraiment pouvoir reconstruire sur des bases plutôt saines en envoyant Damian Lillard dans un beau projet qu'il aura envie de faire et de récupérer des assets en plus du coup en envoyant Damian Lillard, même si faudra se méfier quand même, son contrat il est gigantesque et avec le nouveau CBA, bon, c'est Damian Lillard pour le coup, c'est Lillard, pas n'importe qui. Comment? Ça reste oui, Damian Lillard. Voilà, ça reste Damian Lillard, mais tout de même, il va falloir qu'une équipe puisse le récupérer. C'est surtout ça en fait. C'est pas ait envie de le récupérer, mais puisse le récupérer d'un point de vue salarial. Mais si Portland cet été ne fait pas cette démarche, ne dit pas on rase tout, on donne les clés à Scoot Anderson qui a l'air d'être un sacré prospect. On a quelques jeunes, on a Anthony Simmons, peu importe ce qu'on en pense, c'est un joueur intéressant. Il y a Shaedon Sharpe qu'on attend de voir. Je sais que Constant est dubitatif sur Sharpe, mais j'ai envie de dire, t'as des joueurs à potentiel que tu peux lancer, que tu peux faire une belle reconstruction en fait. En fait, ils ont eu les dés du destin leur ont permis d'avoir les clés pour faire une belle reconstruction. Est-ce qu'ils vont la faire? Ça, je sais pas. Et surtout que cette idée de repartir sur des bases saines, entre guillemets, je te cite Amine, c'était financièrement et en termes d'assets d'ailleurs pas gagné il y a quelques années parce qu'il y a eu quelques moves plutôt douteux du côté des Blazers. Constant, du coup, toi, t'en penses quoi du cas Portland? Vivement la fin. Franchement, il en a marre. Non, mais on en a marre. Tous les étés, c'est la même sauce. Damian Lillard est content, Damian Lillard est pas content, puis ensuite Lillard est recontent. C'est bon, il y a un moment où il faut passer. Comme Bradley Beal, que ce soit l'été où les mecs qui auraient dû partir il y a de ça 2 ans partent enfin, quoi. Au Lillard, peut-être pas 2 ans, parce que 2 ans, ils étaient en playoff. Mais il y a 1 an déjà, il y aurait dû avoir plus d'interrogations sur le futur de Damian Lillard. Là, ils ont Scoot Anderson qui leur est offert sur un plateau. On reparlera des Hornets d'ici quelques minutes. Je vais faire mon Stephen A. Smith où je vais en faire des caisses. Mais ils ont un guard que beaucoup de gens, dont moi, estiment générationnel, ou en tout cas être capable d'être un joueur première option qui peut t'emmener très loin. Puis un joueur comme Shaedon Sharpe, c'est pas que je suis dubitatif, c'est que quand tu as des qualités athlétiques et quand tu as les ballons, tu peux scorer sur les 3 dernières semaines de régulière. Mais je vois le potentiel, je dis juste que le chemin va être très très long. Anthony Simons, c'est comme Jordan Poole, c'est le même profil de bad shotmaker, donc je trouve pas ça valuable. Après, quand tu regardes ce qu'ils ont drafté Chris Murray en 23, qui est le frère de Keegan Murray, qui a fait 3 ans ou 4 ans à l'université, c'est pas du tout un move d'équipe qui va reconstruire. Ils ont été prendre Ryan Rupert en 42 ou 43, c'était sa place, sans vouloir taper sur Ryan Rupert, c'était sa place. Le pauvre a attendu dans la green room pendant 3h30, ça a dû être long. Mais bref, c'est pas un move d'équipe en reconstruction. Mais là, comme l'a dit Amine, ils ont la porte grande ouverte et ils ont l'occasion parfaite pour passer à autre chose. Ils ont déjà un guard d'élite où que beaucoup de gens disent il peut être élite d'ici quelques années avec Scoot Anderson. Ce que je leur souhaite, c'est que les rumeurs de Matt Moore disant que la prolongation de 4 ans à 120 millions de Jeremy Grant est déjà signée soient fausses. Parce que s'ils prolongent Jeremy Grant et qu'ils trade ensuite Damian Lillard, ça va être compliqué. Donc, du côté de Portland, je sais pas, Damian Lillard visiblement a l'air d'évaluer la situation avant de donner une réponse, mais qu'il la donne vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent découler du côté de Portland. Et surtout, oui, ok, tu vas perdre Damian Lillard, mais si tu transfères Damian Lillard, tu vas récupérer un pactole qui est quand même énorme. Donc,
C'est l'occasion rêvée pour les Blazers qui n'avaient pas, par exemple, l'an dernier, de tirer un trait sur cette période, de dire: «Merci pour tout Dame, mais il est temps, pour toi comme pour nous, de passer à autre chose parce que dans les 2 cas, notre futur sera meilleur sans toi». Ouais, la seule petite chose que je dois ajouter, c'est cette histoire de Paxol que tu disais. Enfin, la valeur de Lillard, la valeur est très élevée, mais je suis un peu comme Amine, je suis un peu des réserves sur les équipes qui veulent le récupérer, qui ont l'air qu'on entend sur les rumeurs, ont pas forcément les assets les plus intéressants. Enfin, un Paxol comme on aurait pu voir ces dernières années, mais je pense que les équipes ont un peu été refroidies. Des cas, Rudy Gobert notamment, mais c'est pas que lui. Mais en tout cas, de ces trades avec énormément d'assets pour des joueurs au top de la NBA. Je propose d'en citer quelques-unes. Les Hornets, on va les garder pour la fin. Constant, je sens que t'es chaud. Est-ce que vous voulez peut-être un mot, Amine, je sais pas, sur les équipes en reconstruction, les équipes du top de la draft, parce que là, on a évoqué le pick 3 de Scoot Henderson, donc on se garde le pick 2, bien entendu. Mais je sais pas, autour des projets de reconstruction du moment, que sont donc évidemment les Spurs avec Victor. On peut parler du Magic, des Pistons, des Rockets, de ces équipes-là. Je sais pas laquelle t'as le plus enchanté pour le moment, Amine. Qui te hype le plus, finalement? Je suis pas un aussi bon élève que Constant sur la draft et sur le suivi des prospects, mais néanmoins, j'ai quand même l'impression que Utah a fait une super draft. C'est les joueurs qui ont été choisis, j'ai l'impression que toutes les fanbases les voulaient dans leur range en tout cas, et que c'était intéressant. Taylor Hendricks, si je me trompe pas, donc 3&D, déjà prêt un petit peu pour la NBA, grande taille, rim protection, donc super intéressant. Maintenant, ils ont déjà des joueurs de grande taille, mais ça devrait pas poser de problème. Keyonte George, c'est apparemment un bon meneur, bon défenseur. Il y a des choses intéressantes. Et puis c'est en 28, je crois, qu'il récupère Sensabo, qui était vu plus haut par beaucoup de gens et qui est un buffle. Je sais pas si vous avez vu physiquement le bonhomme, et qui est capable d'artiller de manière intéressante. Donc je trouve que c'est une draft intéressante pour Utah. Danny Ainge a l'habitude de bien drafter, même si c'est pas toujours le cas justement dans ces ranges. Dans ces ranges-là, du côté de Boston, il y avait pas mal d'erreurs finalement. S'il y a aussi des bons coups comme Robert Williams ou Grant Williams. Donc là, moi je trouve que c'est une draft intéressante du côté de Utah. J'aimerais juste en placer une petite parce que c'est une équipe dont on n'a pas du tout parlé. Mais Dallas, les moves de Dallas qui rajoutent que des intérieurs, j'ai trouvé ça intéressant. Il récupère Richaun Holmes qui, s'il rejoue au basket, est un joueur intéressant à côté de Luka Doncic parce que c'est un gros poseur d'écran et gros rebondeur. Mais bon, c'est pas non plus ça qui va tout changer. Et puis drafter Derek Lively, un pivot de 2,15 m, apparemment vraiment à développer, et Maxence Prosper, pas vraiment un intérieur, mais un grand ailier qu'on peut considérer comme un 4, juste un 4 défensif. Donc ils veulent retrouver un peu de défense, un peu de défense intérieure. Je sais pas si c'est si top que ça. J'ai une question subsidiaire pour toi, Amine, avant de te relancer Constant autour du Jazz. Du coup, qu'est-ce que tu penses de leur projet? Est-ce que tu penses pas que c'est des équipes qui pouvaient se glisser? C'est une des équipes dont on parlait durant la saison, où ils sont beaucoup à avoir fait une de leurs meilleures saisons, notamment Lauri Markkanen, mais je pense à des Jordan Clarkson également. Tu penses pas qu'ils vont lâcher certains de leurs joueurs, que tu repars là-dedans? Comment tu vois la timeline Jazz, qui est quand même une vraie question? En fait, c'est très difficile à lire. J'ai l'impression que Danny Ainge ne fait pas tout ce qu'il aimerait faire, en fait. C'est évident que si ça n'avait tenu qu'à lui, il aurait sorti le gros tank l'année dernière pour aller chercher Victor Wembanyama. Que son équipe s'en est pas mal sortie parce qu'il y avait beaucoup de vétérans qui étaient plutôt bons, et que il y a certains joueurs qui se sont même révélés, Markkanen, et je pense à le fait de récupérer des bons assets aussi dans les trades comme Walker Kessler. Ça a permis d'avoir un plancher qui était trop élevé pour tanker du côté de Utah. Est-ce qu'ils vont tout casser maintenant? Je pense que ça serait bête de lâcher des joueurs comme Markkanen et Kessler, qui sont les deux très grosses valeurs actuellement du côté de Utah. Moi, je pense que tu fais la reconstruction tranquille. Tu vas pas aller chercher les plus gros pics, mais tu vas continuer d'être moyen bof, et de faire au mieux, quoi. Ouais, non, mais très bien. Mais je voulais t'entendre parce que du coup, tu voulais les citer. C'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup parlé. On n'en entend pas forcément beaucoup parler. Utah, ils sont un peu en sous-marin. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Constant, avant de distribuer le mauvais point, est-ce que tu as un bon point pour peut-être ton équipe de Casey ou peut-être pour une autre équipe, pour, je sais pas,
Non, ok, si, on n'a pas fait grand-chose. C'est vraiment là où Vous avez récupéré Davis Bertans quand même. Vous Voilà. récupérez Chet Holmgren, c'est ça la meilleure On va acquisition. récupérer Chet Holmgren, on a drafté Cason Wallace, on a pris le joueur qu'on voulait sans lâcher de premier tour de draft. Il y a possiblement Misic qui, enfin, se décide à venir, mais c'est là où il y a trop d'équipes dont j'ai envie de parler, donc celle de Utah, c'est probablement ma préférée. J'aime beaucoup la draft d'Indiana, Jaras Walker et Ben Shepard. J'aime bien celle de Détroit. Orlando, je suis surpris de leur draft parce que je pensais qu'ils allaient faire Ozar, Grady Dick. Ils ont fait Anthony Black, Jet Howard, qui sont globalement les mêmes profils que les deux autres joueurs, mais en moins bien, ou peut-être, enfin que moi j'estime en moins bien, ou peut-être que le front office du Magic considère en mieux. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est les Houston Rockets. Soyez patients. Vous avez drafté Amen Thompson en 4 qui ne demande qu'à se développer. Vous avez réussi à avoir Cam Whitmore en 20. Cam Whitmore qui a connu une chute vertigineuse lors du soir de la draft. Si vous allez fouiller, vous saurez pourquoi il a chuté autant. Je n'en dirai pas plus, mais le point que je voudrais dire, c'est que Houston, ils ont quand même Amen Thompson, ils ont Jalen Green, ils ont Jabari Smith, ils ont Alperen Sengun, ils ont Tari Eason, qui ne sont des joueurs qui ne demandent qu'à se développer. Et qu'est-ce qu'ont envie de faire les Rockets durant cette intersaison? Ils font, allez, Fred VanVleet, allez, Brook Lopez, allez, Dylan Brooks. Non, 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 non. Soyez patient, parce que si vous signez des gros free agents cet été, vous allez peut-être avoir de la compétitivité l'an prochain. Et encore, avec ce groupe, je suis même pas sûr que tu accroches autre chose que le play-in dans une conférence Ouest où ça va encore être la jungle. Par contre, tu vas sacrifier du développement long terme. Donc, je sais que du côté de Houston, il y a des pics qui vont être envoyés à OKC. Ça ferait mal d'envoyer un pick, que ça ferait mal d'envoyer un pick 6 ou un pick 7 à OKC l'an prochain, mais restez patient, développez les jeunes et vous en récolterez les fruits plus tard, mais vous récolterez peut-être des plus gros fruits que de signer Brook Lopez, Dylan Brooks ou Fred VanVleet. Eh ben, je vais parler patience avant qu'on conclue avec les Hornets aussi. Et j'ai envie de parler simplement du plus gros nom qu'on entend partout, de Wembanyama, parce que il est, et à juste titre, hein, survendu de partout, mais survendu médiatiquement par la NBA en premier lieu, mais aussi, et vous l'avez tous vu si vous êtes en France, par les médias traditionnels maintenant. On en a déjà parlé du côté de Dunk Hebdo. Les Spurs actuellement, c'est pas forcément la situation sportive idéale pour que Wembanyama fasse une saison rookie, où certains peuvent s'attendre qu'il fasse une saison rookie à la LeBron, Carmelo, même à la Banchero. On est sur aussi un pivot, enfin un pivot. Il a un profil assez particulier, Wembanyama. Je pense personnellement qu'il faut plus s'attendre à une saison rookie qui ressemble à ce qu'a pu nous proposer Anthony Davis plutôt voilà, qu'un LeBron ou un Carmelo. Il faudra être patient avec Wembanyama, même si sur cette saison, il fait entre guillemets, 17-8 avec une réussite au tir, une efficacité pas maximum. Ce sera pas grave, il faudra être patient. Et je parle à la fois aux fans des Spurs et aux fans français en général, parce que évidemment, le retour de bâton d'une médiatisation pareil, parfois, c'est des fois des attentes démesurées. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter sur Wemby. Parlons Hornets, parlons de ce pick 2, Constant et Smith, c'est à vous. Non, mais juste citer une petite dernière, je peux pas m'empêcher. J'aime bien que les Vas-y. Wolves soient montés en 33 pour aller sélectionner Leonard Miller, qui sera un bon remplaçant de Nasrid, mais ce qui confirme que Nasrid, hormis retournement de situation, ne retournera pas dans le Minnesota. Les Hornets, alors, monsieur Mitch Kupchak, qu'est-ce que c'est que ces déclarations en sortie de draft, là? Quelle séquence surréaliste. Non, mais c'est n'importe quoi. Et ça montre que, alors déjà, bon, en fait, bon, si les Hornets considèrent que Brandon Miller est meilleur que Scoot Anderson, je respecte l'avis. La draft, c'est subjectif. Voilà, on ne détient pas la vérité absolue. Je ne détiens pas la vérité absolue. Sam Veceni ne détient pas la vérité absolue. Jonathan Givony ne détient pas la vérité absolue. Mais ça fait quand même beaucoup de gens qui disent que potentiellement Scoot Anderson serait meilleur que Brandon Miller. Mais bon, si le board des Hornets estime que Brandon Miller c'est mieux que Scoot Anderson, ok. Mais quand tu as un joueur qui a perdu 10 kilos parce qu'il a eu une mononucléose il y a de ça 2 semaines. Enfin non, il y a de ça 3-4 semaines. Qui a fait un premier workout qui était pas bon du côté des Hornets. Qui a des affaires extrasportives illégalement. Enfin, légalement, il a rien fait d'illégal, mais c'est quand même très sombre. Et que tu le sélectionnes devant un joueur, Scoot Anderson, qui t'apporte beaucoup plus de garanties et qui a conscience de ses limitations puisqu'il est déjà en train de bosser sur son tir extérieur, je me pose des questions. D'autant plus que, pour moi, si tu fais ce move
en disant oui, mais on veut pas l'associer à côté de la Melo Ball. Pour moi, la Melo Ball n'est pas un joueur assez fort pour que tu puisses avoir ce genre de réflexion. Surtout que la Melo Ball est un joueur qui va peu au panier, qui joue de plus en plus à 3 points. Donc la complémentarité avec Scoot Anderson, elle aurait été là. Et en plus de ça, au niveau des ailes, ils ont PJ Washington qui est free agent, qui veut certainement prolonger. D'ailleurs, Jordan Clarkson est free agent cet été, puisqu'on parlait du Jazz, si je ne dis pas de bêtises, donc potentiellement il va partir. Ils veulent faire revenir Miles Bridges, d'après les rumeurs. Bon, là pour le coup, je vous laisserai juger de la situation au niveau éthique. Mais ça fait des joueurs déjà sur les ailes, ils ont toujours Gordon Hayward, etc. Donc finalement, au niveau des guards, ils avaient peut-être même plus de place pour Scoot Anderson qu'au niveau des ailes pour Brandon Miller. Et surtout, en 27, ils ont été prendre Nick Smith Jr., qui était un arrière du côté d'Arkansas, qui a vécu une saison pas dramatique, mais vraiment pas terrible du côté d'Arkansas, où il a été blessé, il n'avait pas des perfs vraiment très intéressantes, qui va me demander beaucoup de temps pour se développer. Il n'aura pas les ballons du côté de Charlotte. Ils sont allés sélectionner Amari Bailey, qui était le point guard du côté de UCLA l'an dernier, qui avait fait une bonne saison. Milieu de second tour, je sais plus où c'est. Donc, si tu n'as plus de 41. place... 41, merci. Si tu n'as plus de place pour les guards, pourquoi sur 2 des 3 autres pics, tu sélectionnes des guards, en fait? Donc, je comprends pas la logique. Après, on verra. Peut-être qu'ils auront raison. Je vais pas non plus leur taper dessus en disant qu'ils font que des conneries. Mais, en tout cas, Bon, on a vu la réaction des fans, la mascotte, tout le monde qui fait un gros no quand il voit que l'annonce du pick est Brandon Miller. Si le board des Hornets considère que Brandon Miller était meilleur que Scoot Anderson, ok, bravo, je suis pas d'accord, mais c'est votre opinion, je la respecte. Par contre, si c'est pour dire oui, mais parce qu'on veut pas l'associer à la Melo Ball, je pense que tu surévalues beaucoup le niveau de jeu de la Melo Ball pour faire ce genre de déclaration. Surtout que Mitch Kupchak avait pas l'air d'être le plus arrêté sur sa décision et d'être le plus rassuré, en tout cas d'être le plus confiant sur la décision qu'il a prise. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la conférence de presse d'après la draft où Mitch Kupchak est interrogé sur ce choix-là et il semble en tout cas peu convaincant. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il est très peu convaincant sur la certitude de son choix. Amine, je sais pas si tu as le cas en net quand même, peut-être, des choses à dire. Bah, moi, je comprends pas, Constant. C'est un choix logique, non? C'est un mec qui a des problèmes extrasportifs à Charlotte. Ça paraît parfaitement logique. Là, c'est Michael Jordan qui draft au fit plutôt qu'au talent. Tout est logique pour moi. Alors, ce n'est plus Michael Jordan puisque les Hornets ont été officiellement rachetés. Oui. Je pense que justement la conférence de presse de Mitch Kupchak veut vraiment dire que c'est Michael Jordan qui a décidé de drafter Brandon Miller. Hein, il s'est peut-être dit avant de partir, je vais leur faire un dernier cadeau. Voilà. C'est ça. Après 10 ans de méfaits, je vais leur faire un dernier cadeau. Mais après, oui, effectivement, l'extra sportif, je veux pas le mentionner, mais voilà, effectivement, ils ont une belle collection du côté des Hornets. Et puis c'est surtout les déclarations de Brandon Miller qui sont quand même. Ils vont être champions NBA en finale. Ouais, ils vont en finale. Tu vois, il a été raisonnable, il a dit finale NBA. Mais voilà, du côté des Hornets, je ne comprends pas le choix. On verra ce qu'ils vont faire, mais s'ils font ça, déjà avec leur coach l'an dernier, on n'avait pas compris grand-chose. Et sans vouloir insulter la fanbase des Hornets, parce que je compatis avec eux, ça doit pas être facile de supporter une franchise comme les Hornets avec tout le remous qu'il peut y avoir. Une franchise qui a l'air d'avoir peu de direction. Et j'espère que les nouveaux propriétaires, puisque c'est un duo, vont redonner un peu de qualité à cet effectif de Hornets, parce que là, ça commence quand même à s'éparpiller dans tous les sens. Et attention, s'ils font revenir Miles Bridges, l'image que ça peut renvoyer au reste de la ligue. J'ajoute juste un petit truc j'aime bien ne pas être trop méchant justement. Ils ont quand même la Melo Ball. Brandon Miller, on n'est pas content parce que Scoot a l'air d'être un talent beaucoup plus générationnel. Mais apparemment, c'est un bon joueur, Brandon Miller. C'est un ailier, grande taille, bon shooter. Il est capable de poser la balle apparemment. Donc, ça se trouve, ça va être très bien du côté de Charlotte. Ils ont eu Mark Williams l'année dernière qui a fait une très bonne fin de saison. Il y a de quoi faire à Charlotte, quelque chose de pas mal. Donc, je voulais juste le dire. On est peut-être un peu méchant, mais c'est pas non plus la pire équipe de la NBA. Ah non, mais Brandon Miller, c'est le pire front office. Non, mais moi dans mon big board, il est 3e. Hein. Je dis pas, voilà, c'est pas non plus, ils ont pas pris n'importe qui. C'est juste que t'as Victor qui est tier 1,
ou tiers Victor, comme le dit Sam Veceni, t'as Scoot Anderson qui est tier 1, tier 1,5, et t'as Brandon Miller qui est tier 2. Mais après, voilà, ça vient ponctuer une décennie de choix de draft qui sont un peu hasardeux du côté des Hornets. Voilà, on se retrouverait avec une ironie de Michael Jordan. Évidemment, on le souhaite pas du tout à Brandon Miller, mais l'ironie de Michael Jordan qui, avant de partir, fait une draft Sam Bowie quelque part. Enfin, il y a quelque chose d'assez voilà, Mais d'assez ironique. je souhaite que Brandon Miller soit un multiple star. Enfin, il y a beaucoup de comparaisons. Oui. Danny Granger, Chris Middleton, Paul George. Voilà. C'est globalement ce profil de joueurs, donc qui sont des bons joueurs. Hein, attention. Je leur souhaite de réussir parce que vraiment, je suis pas du tout un hater des Hornets, mais le choix me laisse circonspect. Mais voilà, moi, tout ce que je voulais dire, c'est ce par quoi tu avais commencé, Constant, c'est assume ton choix, en fait. Parce que, comme tu dis, oui, même s'il y avait probablement un consensus autour de Scoot, tu peux penser, parce qu'une draft, c'est jamais certain, et on le voit à chaque année, c'est jamais dans l'ordre les meilleurs joueurs d'une draft qui deviennent voilà, les meilleurs dans ce même ordre. Tu peux le penser que Brandon Miller est meilleur, mais cette conférence de presse, comme chaque, genre vraiment, c'est. Allez la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, on sent voilà ça bégaye très très fort, hein, c'est-à-dire quand il s'exprime le pauvre Mitch, donc le manque de conviction dans ce choix-là, c'est ça qui fait le plus peur au final, puisque comme tu le dis, et je crois que dans pratiquement toutes les mocks, hein, t'en parles toi Constant, mais je crois qu'à peu près partout il était troisième. Dans les big boards, parce que dans les mocks, dans les big boards, oui, il était troisième. Voilà. Donc voilà. Et puis l'extra sportif, évidemment, ça joue un petit peu. C'est quelque chose, c'est toujours un sujet un peu. Voilà, c'est difficile de le quantifier, mais bon, quand on voit les profils des différentes équipes, et notamment des champions en titre, c'est vrai qu'on a envie de se dire que peut-être que drafter aussi des joueurs plus sereins dans leur vie de tous les jours, c'est quelque chose qui peut avoir une importance. Mais voilà, bon, c'était la petite page, les 10 minutes bonus sur les Hornets. Effectivement, on envoie de la force aux supporters de Charlotte, parce que comme tu l'as dit, Constant, c'est pas forcément une période facile. Et, voilà, comme tout, quand on est supporter d'une franchise, il y a des périodes plus ou moins évidentes. Et c'est vrai que du côté de Charlotte, ça fait un moment que c'est pas forcément facile. Je sais pas si vous avez encore quelque chose que vous voulez ajouter, une équipe, une mention ici et là. Amine, tu m'as l'air ok, Constant. Il faut faire absolument un épisode 3 des équipes en reconstruction. On avait fait Orlando, Détroit, Houston, OKC. Il faut faire une V2, enfin une V3 parce qu'il y a trop de choses à dire sur ces équipes. Et sinon, surveiller ce que vont faire Indiana et du coup Washington, puisque contrairement à des équipes comme OKC, contrairement à des équipes comme Houston, sont des équipes qui font une reconstruction classique où ils n'ont pas récupéré 150 pics de draft en échange de leur franchise player. Donc eux, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Et Indiana, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, mais je me dis qu'ils peuvent très vite arriver dans une situation où qu'ils ont cherché à éviter au moment où ils ont tradé Domantas Sabonis. C'est que Tyrese Haliburton est tellement un bon joueur que j'ai peur que ça ne soit pas suffisant pour être très haut dans la draft les futures années, alors que tu as encore besoin de beaucoup de talent. Et je suis d'accord avec ton teasing qui était très très bon sur les équipes en reconstruction, les timelines. Voilà, on a tout un programme qu'on est en train de concocter tous ensemble chez Dunk Hebdo, mais on va encore parler de plein de choses cet été. On va probablement parler de toutes ces équipes avec un cœur de jeunes joueurs. On évoquait aussi Houston qui est une situation un peu épineuse, le Magic, toutes ces équipes-là. On fera un point probablement. On vous prépare plein de choses évidemment, donc continuez à nous suivre tout l'été. Évidemment, donc sur YouTube, si vous voulez nous voir transpirer, parce que là, il commence à faire chaud et puis on s'hydrate comme on peut. Mais aussi. C'est l'effet Matijbia, ça, c'est les Suns. C'est ça, c'est l'effet Matijbia qui a mis la température très très forte. Et voilà, et sur les plateformes de podcast, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est toujours un plaisir. Merci de nous avoir écoutés pendant 1 heure. Merci les gars. Et puis, on se dit à bientôt, à la semaine prochaine. Free Agency. Free Agency. Ciao. Salut. Salut.